Bonjour, je suis Audrey Herbelin-Staupe et je dirige les affaires publiques de Twitter. Et je suis Rebecca Amselem et je suis fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler du fait que, oui, les femmes ont le pouvoir, mais il faut qu'elles le fassent savoir. Il faut qu'elles le fassent savoir parce que sans la notoriété mise derrière cette capacité à avoir le pouvoir, on ne fera pas avancer les choses, on ne fera pas bouger les mentalités. Twitter, on a vocation à être ce mégaphone qui permet aux femmes de faire entendre leur voix, de porter leur message féministe, de parler de la condition de la femme, de parler de l'égalité femmes-hommes. On est un outil puissant pour ça, on a 319 millions d'utilisateurs, et on est l'outil qui vous permet de partager du contenu directement, sans barrière, auprès de tout le monde, que vous soyez connu, que vous ne le soyez pas, que vous soyez influente, que vous ne le soyez pas, que vous soyez féministe ou que vous ne le soyez pas d'ailleurs, et de faire porter votre message auprès de tout le monde, des autres femmes, des hommes, des dirigeants. C'est important pour nous, mais c'est aussi important pour nous en tant qu'entreprise. On est une entreprise, et on est la seule entreprise d'ailleurs tech, à faire partie des 10 Corporate Impact Champions, pardon pour l'anglicisme, du mouvement E4She. Vous savez, ce mouvement qui a été créé pour dire que sans l'aide des hommes, on n'arrivera pas à prendre le pouvoir. Cette initiative d'entreprise, elle vise à expérimenter chez nous, dans notre entreprise, et dans les 9 autres entreprises membres de ce réseau, des initiatives, de voir si ça marche, si ça ne marche pas, pour avancer et faire avancer la cause des femmes dans le monde. Nous, chez Twitter, qu'est-ce qu'on a mis en place comme initiative? La première chose, c'est qu'effectivement, on a travaillé sur l'égalité salariale. On en reparlera. S'assurer que, bon, bah, à poste égal, on gagne pareil. Ça semble une évidence, a priori, ça ne l'est pas. Donc on a fait une revue salariale de toutes les personnes de Twitter pour s'assurer que tout le monde gagnait bien ce qu'il devait gagner. On s'assure aussi d'avoir des femmes au board. Ça peut paraître bête, mais les femmes dans les conseils d'administration, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, quand on tire le fil, on se dit aussi qu'il y a beaucoup de préjugés inconscients. Les femmes, les hommes, peuvent avoir des réflexes, parfois, inconscients. On dit une assistante. Pourquoi on ne dit pas un assistant? On dit l'égalité homme-femme. Pourquoi on ne dit pas l'égalité femme-homme? Je le dis parce qu'elle m'a reprise il y a 5 minutes. Et donc, on a créé une formation. Et tous nos salariés ont été obligés de passer par cette formation sur les préjugés inconscients. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beau se croire féministe et sincèrement, ben on a quand même des préjugés inconscients. Le dernier point... D'ailleurs, à propos de ça, si je puis me permettre, dans la salle, qui se dit féministe? Oh là là. On est quand même à la journée de la femme digitale. Normalement, toutes les mains devraient être levées. Si je peux juste me permettre, je vais juste dire que le féminisme, et être féministe, c'est être pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Rien de plus. Ça ne veut pas dire que on va éradiquer les hommes de cette planète. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre le pouvoir sur tout et le garder. Au contraire, l'idée, justement, c'est de travailler avec les hommes. Être féministe, c'est travailler avec les hommes et avec les femmes pour arriver à un monde plus égalitaire pour tous les genres. Et c'est vraiment ça, être féministe, rien de plus. Et tu parlais des hommes. Nous, chez Twitter, on pense aussi qu'ils ont leur rôle à jouer dans cette égalité femmes-hommes, et que ce rôle-là, il se joue dans le quotidien de la petite enfance, dans la manière dont l'homme a la possibilité de s'impliquer à la naissance des enfants, parce qu'on sait que c'est ça, une des premières barrières pour les femmes dans la vie professionnelle. Donc nous, chez Twitter, on a mis en place un congé parentalité de 5 mois. Hommes, femmes, tout type de parentalité, tout type d'arrivée de l'enfant. Et on encourage très fortement nos managers à le prendre pour qu'évidemment, chaque salarié puisse bénéficier de ces 5 mois de congé parental. On pourra en reparler parce que ce serait bien que les politiques s'inspirent de cette mesure. Ça va... Là, je vous ai parlé de ce qu'on faisait dans notre entreprise. En vrai, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant chez Twitter, c'est la plateforme, parce que la plateforme, c'est vous, ce que vous faites, et c'est la capacité que ça vous donne à vous pour faire passer ces messages-là. C'est une plateforme qui est intéressante, Twitter, parce que c'est une plateforme qui est ouverte et publique, ce qui veut dire que tout le monde voit tout le contenu et tout le monde peut interagir avec tout le monde.
Ça veut dire que c'est un lieu idéal pour aller challenger des idées. Dire que ça, c'est pas vrai. Dire que ça devrait pas marcher comme ça. Lutter contre les stéréotypes. Un exemple là-dessus, qui connaît ici le hashtag I look like an engineer? Ah oui, quand même. Il y a à peu près 2 ans, une jeune femme qui s'appelle Isis Wenger, qui travaille dans une entreprise de la tech à San Francisco, je crois, et elle est ingénieure, et elle est choisie parmi d'autres dans son entreprise pour être le visage de l'entreprise sur des campagnes de pub. Donc il y a elle, il y en a d'autres, il y a sa tête, et puis il y a marqué Isis ingénieur. Et là, commence un truc de gens qui disent mais c'est pas possible, c'est une femme, c'est un mannequin, c'est pas une vraie ingénieure, elle n'appartient pas à l'entreprise. Et là, elles se disent mais c'est quand même pas possible, enfin, quoi, je suis une fille et j'ai pas le droit d'être ingénieure. Et là, elle lance ce hashtag sur Twitter, hashtag I look like an engineer, où elle incite toutes les femmes ingénieures à poster leurs photos et à dire bah, en fait, oui, je suis une fille, et oui, je suis ingénieure. Et en fait, il y en a plein. Parce que non, un ingénieur, c'est pas juste un mec à lunettes avec un t-shirt dégueulasse. Et donc, ce hashtag a été repris et repris et repris. Il y a eu plus de 140 000 tweets avec le hashtag, et ça a fait toutes les télés aux États-Unis, parce que oui, c'est comme ça qu'on peut faire changer les mentalités. Toi, il me semble que tu l'as fait aussi sur la question de l'écart salarial, avec le hashtag 7 novembre, 16h34. C'est ça. Et 13 millions d'impressions. Je pense que ça s'applaudit. Merci. Oui, c'est vrai qu'avec les Glorieuses, on a lancé le hashtag 7 novembre 16h34, que vous avez peut-être vu passer sur Twitter ou ailleurs, qui avait pour objectif de créer une prise de conscience générale sur l'inégalité salariale en France. Et en fait, je me suis inspirée, alors pour la petite histoire, c'est vrai que je ne pensais pas que ça allait devenir aussi gros, loin de là. J'étais à 2 semaines de passer ma soutenance de thèse, donc j'avais vraiment autre chose à faire que gérer ce mouvement. Mais en fait, j'ai pris conscience qu'il fallait faire quelque chose en regardant les Islandaises partir de leur travail fin octobre à 14h38 pour protester contre leur inégalité salariale. Et ce que j'ai trouvé hyper inspirant, c'est que l'Islande, c'est quand même le pays où ces inégalités sont les plus faibles au monde, où à travail égal et compétences égales, l'inégalité est que, entre guillemets, de 9%. En comparaison, en France, à salaire égal, compétences égales, l'inégalité est de 15,6%. Et encore, c'est sans prendre en compte tout ce qui est... qu'on appelle ça les mi-temps, et alors là, on a tendance à doubler parce qu'on arrive à un écart salarial de 26%. Donc vraiment, l'objectif, c'était que les gens se rendent compte qu'en France, en 2016, puisque c'était en novembre 2016, il y avait encore un écart de salaire aussi grand entre les femmes et les hommes, et surtout, ce que j'avais envie de faire, c'était qu'on arrête de blâmer les femmes pour cette inégalité salariale, qu'on arrête de dire que... C'est parce qu'on a tendance à dire, et c'est des réflexions que j'ai eues qui sont quand même hyper hallucinantes, c'est ouais, mais bon, si les femmes sont moins payées que les hommes, c'est quand même que, en fait, elles choisissent des métiers qui sont moins payés que les hommes, hein, donc en fait, c'est leur choix. Ou alors, ouais, mais bon, elles choisissent quand même de rester à la maison pendant plusieurs mois ou pour plusieurs années pour s'occuper de leurs enfants. Donc, c'est normal que quand elles reviennent dans le monde du travail, elles n'aient pas le même salaire qu'avant. Et la dernière raison qu'on m'a donnée, et c'est quand même ma préférée, c'est que si jamais les femmes sont moins bien payées que les hommes, c'est parce qu'elles ont le syndrome de la bonne élève. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le syndrome de la bonne élève. C'est... quand on a tendance à faire tout parfaitement, c'est quand on est parfaite en fait. C'est quand on suit les règles, c'est quand on arrive au travail à l'heure, qu'on arrive aux réunions à l'heure, qu'on fait les bonnes propositions au bon moment, mais qu'effectivement, on a l'impression qu'on fait tellement du bon travail qu'on ne va pas demander une augmentation, on va avoir tendance à attendre qu'elle nous arrive, cette augmentation. Et le problème, c'est qu'elle n'arrive jamais. Parce que les managers, ils ont tendance à se dire « Ah non, mais celle-là, elle est vraiment géniale, elle fait du super boulot, et puis en plus, elle ne demande pas d'augmentation. » Alors que vos collègues masculins, au même moment, ont très bien compris que pour avoir une augmentation, il faut juste la demander, en fait. Donc voilà, c'était vraiment pour encourager les femmes à demander des augmentations, parce que vous le méritez, et on mérite d'être payés autant que les hommes. Demain, tout le monde demande une augmentation.
fois qu'on a dit ça, on voit qu'il y a quand même d'autres problèmes à discuter, notamment le fait que dans l'espace public, les femmes ont tendance à parler environ 75% de moins que les hommes. Et j'ai vu une autre étude qui est quand même hallucinante, je ne sais pas si vous l'avez vue, hier dans le Monde, c'était que quand une femme parle beaucoup en réunion, ses collègues ont tendance à dire qu'elle est bavarde, et quand un homme a tendance à beaucoup parler en réunion, on a tendance à dire qu'il est un leader. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de dépasser ces stéréotypes un peu? Merci de me laisser là-dessus. Désolée. Donc on se met là. On se met là. Ouais, effectivement, les femmes, quand elles sont dans un environnement mixte, parlent 75% de moins que les hommes. 75% de moins. C'est dingue. Ça, c'est hors ligne, dans la vie, dans les interactions, au café, au bureau. Vous imaginez sur Internet ce que c'est? C'est 10 fois pire. Nous, chez Twitter, on s'est dit, bon, bah ok, on a une plateforme qui a vocation d'être la plateforme qui permet aux gens de faire passer leur message, qui est là pour les aider justement à porter leur message féministe. Mais alors, si elles parlent 75% de moins, comment on fait pour les aider, ces femmes, à faire porter leur message? On a regardé et on a étudié c'est quoi les verrous. Qu'est-ce qui fait que la femme, elle va parler moins? Alors, il y a ce dont tu parlais, le syndrome de la bonne élève, le côté « je ne veux pas déranger », blablabla. Il y a autre chose. C'est que les femmes, elles se sentent moins en sécurité que les hommes, ou en tout cas, ça les freine plus. Et c'est d'autant plus vrai sur Internet, et c'est très vrai sur Twitter. Et c'est un vrai problème pour nous, c'est comment on fait en sorte de garantir aux femmes sur notre plateforme qu'elles se sentent suffisamment en sécurité pour prendre la parole, pour ne pas avoir peur d'avoir des réactions à leurs propos féministes, pour ne pas avoir peur de se faire harceler, pour ne pas avoir peur d'avoir encore à subir du contenu sexiste, etc., etc. On ne pourra jamais, nous, à notre échelle, empêcher qu'il y ait des harceleurs, empêcher qu'il y ait des gens qui soient sexistes, empêcher qu'il y ait encore des gens qui pensent que les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Nous, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est la responsabilité de nos politiques, des mentalités, ce type de journée. On espère que ça fera avancer les choses. En revanche, nous, ce qu'on peut faire, c'est travailler très dur pour que les femmes sur Twitter se sentent en sécurité. Et puis qu'elles le sachent. Qu'elles sachent qu'on fait des choses. On a des équipes d'ingénieurs qui comprennent des femmes, qui travaillent effectivement à créer des outils en permanence pour qu'il y ait des outils à disposition de tous nos utilisateurs et que nos utilisatrices puissent les utiliser et se sentir en sécurité. Là, il y a 4 outils, il y en a beaucoup plus sur Twitter, mais il y en a 4 que je veux que vous reteniez et qui sont les clés qui vous permettront de vous sentir un peu plus en sécurité sur Twitter et donc de faire porter votre message. Le premier, c'est se désabonner. Vous allez me dire, c'est une évidence. Eh bien non, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir du contenu, ne suivez pas la personne. Vous ne voulez pas quelqu'un rentre chez vous, ne lui ouvrez pas votre porte. C'est exactement pareil. Se désabonner, c'est la première marche. Ça peut paraître simple, mais parfois, ça permet déjà d'éliminer un certain nombre de contenus. Le deuxième outil, c'est masquer. Sur Twitter, vous pouvez masquer des gens, vous pouvez masquer des mots, vous pouvez masquer des hashtags, vous pouvez masquer des emojis, si vous voulez. Et ça, et dans vos notifications, et bientôt aussi dans votre fil d'actualité. Ça, c'est super efficace parce que vous ne verrez plus les choses. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont masqué le mot PSG. Vous ne voulez pas, voilà. Vous pouvez masquer le mot PSG si vous voulez. Il y en a un autre, c'est bloquer. Vous pouvez bloquer quelqu'un. Vous pouvez créer une muraille de Chine entre vous et quelqu'un si, effectivement, la relation devient trop compliquée et vous ne voulez plus subir ça. Là, on parle d'outils qui vous permettent, effectivement, de vous prémunir. Après, il y a le 4e élément qui est le plus important, c'est signaler. Si vous ne nous signalez pas le contenu, on ne sait pas et donc on ne peut pas agir. Si vous êtes victime de harcèlement sur Twitter, non seulement signalez-le à Twitter, parce qu'à partir du moment où nous on a un signalement, on pourra suspendre le compte de la personne, et puis
continuer hors ligne, parce que nous, on peut agir sur notre plateforme. En revanche, derrière, la police, elle peut aussi agir, parce qu'il doit y avoir des sanctions qui vont au-delà d'Internet. Voilà, globalement, tous les outils qui peuvent vous permettre de vous sentir plus en sécurité sur Twitter pour parler. Mais, bon, vous pouvez parler, mais il faut quand même faire changer les mentalités et faire avancer la prise de conscience. Oui, alors c'est ce qu'on essaye de faire avec les Glorieuses, et notamment avec une plateforme qu'on a lancée il y a quelques jours qui s'appelle « Les femmes ont le pouvoir ». Parce qu'on est parti du constat extrêmement basique qui est que les femmes représentent 52% de la population française et les femmes représentent 53% de l'électorat. Donc en fait, on a le pouvoir. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. On a le pouvoir de choisir le candidat qu'on veut, notamment pour les élections présidentielles et les autres. Et comment ? C'est vrai, on n'a pas de femmes. L'idée, c'est pas forcément de voter pour une femme parce que c'est une femme, mais plutôt de voter pour un candidat parce qu'il défend les droits des femmes. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire. Donc c'est pour ça qu'on a développé la plateforme Les femmes ont le pouvoir, qui est une plateforme politique, engagée et non partisane. Ça veut dire qu'à aucun moment, on va prendre position pour un candidat ou pour un autre. Ça ne nous empêche pas de prendre position contre des candidats. Des candidates. Ouais, une candidate notamment. Sur cette plateforme, on peut faire 3 choses. S'informer, s'inspirer et s'engager. Sur la partie s'informer, donc ça c'est une partie qu'on a développée spécialement pour les élections présidentielles 2017. On a analysé tout ce que les candidats proposaient dans leur programme sur les droits des femmes, mais surtout ce qu'ils avaient fait précédemment dans leur mandat sur les droits des femmes. Parce que finalement, on ne sait jamais mieux ce qu'une personne fait avec son pouvoir que quand il l'a entre les mains. Et notamment, on ne peut pas connaître l'intérêt d'un candidat pour les droits des femmes si jamais il l'utilise, s'il ne l'utilise pas dans un mandat précédent. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend par rapport à cette analyse ? Donc là, je ne vais rien vous apprendre, mais on voit que Marine Le Pen, même si c'est une femme, clairement, c'est la candidate qui défend le moins bien les femmes. Et c'est ce qu'elle a fait précédemment, notamment dans son mandat au Parlement européen. On voit qu'elle a systématiquement voté contre toutes les lois qui pouvaient faire avancer les droits des femmes en Europe et faire avancer la condition des femmes en Europe. Même des résolutions qui étaient peut-être moins importantes que d'autres, mais finalement qui auraient pu avoir un impact, comme la résolution sur l'égalité des genres et sur l'émancipation des femmes à l'ère du numérique. Et quand elle ne vote pas contre, elle s'abstient ou alors elle est absente. Mais finalement, pour être quand même un peu plus optimiste, parce qu'on a quand même des belles choses qui ont ressorti de cette plateforme, c'est que les candidats pour les droits des femmes n'ont jamais été aussi intéressants qu'aujourd'hui et ils n'ont jamais été aussi ambitieux. On voit qu'un candidat, par exemple, propose de faire du droit à l'avortement une liberté constitutionnelle. On voit qu'un autre candidat propose de rendre la PMA légale pour toutes les femmes et pas uniquement pour les femmes hétérosexuelles. On voit également qu'un autre candidat propose d'interdire les subventions aux associations qui ne respectent pas l'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore qu'un autre candidat propose d'aligner le congé paternité sur le congé maternité postnatal. Donc, comme peut-être 5 mois un jour. C'est un peu plus que ce qui est proposé. Mais en fait, ça, c'est des propositions qui viennent du parti de droite et des partis de gauche. Ce n'est pas uniquement qu'un parti qui peut se prévaloir des droits des femmes. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse regarder ce que les candidats ont fait précédemment pour choisir en connaissance de cause. La deuxième chose qu'on peut faire sur cette plateforme, c'est s'inspirer. On a fait une carte Google avec les meilleures pratiques en matière de droits des femmes dans le monde. Et l'objectif avec cette carte Google, c'est de dire que, notamment aux politiques, on ne vous demande pas d'être extrêmement ingénieux, on ne vous demande pas de réinventer la poudre, on vous demande juste de piquer les bonnes idées qui ont déjà été faites ailleurs et qui ont déjà fait leurs preuves. Par exemple, il y a quelques mois, le maire de Londres a tout simplement interdit les publicités sexistes dans l'espace public à Londres. Si jamais on faisait ça aujourd'hui, ça nous éviterait juste ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec Yves Saint Laurent. Et ce serait quand même extrêmement bénéfique pour les femmes et pour le respect envers les femmes. Et le dernier outil qu'on peut utiliser avec cette plateforme, c'est l'engagement. On veut faire en sorte que les femmes s'engagent davantage pour les droits des femmes. Et quand je dis femmes, en fait, c'est les femmes et les hommes. Et donc pour ça, on propose plusieurs outils. On propose une plateforme, un groupe
fermées sur Facebook qui s'appellent Les femmes ont le pouvoir, sur lesquelles vous pouvez faire vos propres propositions en matière de droits des femmes. Et on vous propose également d'utiliser le hashtag Les femmes ont le pouvoir sur Twitter pour faire remonter vos propositions. Et à partir de là, on va faire, donc c'est un projet de démocratie participative, parce qu'on va faire remonter les 10 propositions les plus partagées par nos lectrices de la newsletter ou alors par nos followers sur les réseaux sociaux pour le soumettre à la signature des candidats en disant, bah voilà, vous êtes candidat à la présidence de la République, engagez-vous pour les droits des femmes, ou en tout cas vous dites que vous vous engagez pour les droits des femmes, mais si vous voulez vraiment vous engager, signez notre manifeste. Donc voilà, ça c'est vraiment l'ambition des femmes ont le pouvoir. Avec finalement ce que je vous disais précédemment, qui est que les femmes ont déjà le pouvoir, on est 52% de la population française, on est 53% de l'électorat, on a juste à l'utiliser maintenant. Ouais, maintenant, mais on a aussi, au-delà du politique, besoin de s'investir chacune et de changer les mentalités. Oui, absolument. Et en fait, c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec la newsletter des Glorieuses, c'est que la première étape, c'est quand même c'est de faire un changement personnel. Et il y a une très belle citation de cette activiste qui s'appelle Naomi Wolf, qui dit que dans le monde occidental, nous avons atteint le point où cette distinction entre la vie intérieure et la vie extérieure est obsolète. Les femmes ne peuvent pas changer le monde tant qu'elles ne se sentent pas à l'aise avec l'idée d'utiliser le pouvoir, et tant qu'elles ne comprennent pas qu'elles sont déjà puissantes. Et finalement, l'estime de soi ne se limite pas à la confiance en soi. Et c'est vraiment sur cette même veine que j'ai lancé la newsletter des Glorieuses, parce que trop de fois, j'ai vu des femmes extrêmement talentueuses, extrêmement intelligentes, qui avaient envie de vraiment faire plein de choses, mais qui avaient peur d'échouer, ou alors qui n'avaient pas suffisamment confiance en elles, ou qui ne se rendaient pas compte qu'elles étaient puissantes. Et finalement, c'est vraiment ça la newsletter des Glorieuses. C'est de faire en sorte que les femmes se rendent compte de leur puissance et qu'après chaque newsletter qu'on envoie tous les mercredis, désormais à 40 000 personnes, c'est que les femmes se sentent un peu plus puissantes qu'elles se sentaient avant la lecture de la newsletter. Et si jamais, pour conclure finalement ce qu'on est en train de dire, s'il y a une ambition qu'on veut faire avec les Glorieuses, c'est de faire en sorte que la sororité devienne une notion aussi universelle que la fraternité. La fraternité, tout le monde sait ce que c'est même dans notre devise de la République, mais la sororité, c'est quand même une notion qui est un petit peu moins utilisée, alors que la sororité, c'est quand même la capacité de toutes les femmes à s'entraider et à reconnaître que chacune vit différemment sa condition de femme, selon son environnement social, selon sa religion, selon son origine, etc. Et il y a une poète américaine qui le décrit très bien, qui s'appelle Maya Angelou, et elle dit « La sororité, c'est, en gros, si tu es en Birmanie et que je suis à San Diego, et que je suis mariée à quelqu'un de très possessif, et tu es mariée à quelqu'un de très jaloux, si tu m'appelles au milieu de la nuit, je dois venir. » Donc concrètement, vous l'avez compris. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire savoir que vous avez le pouvoir et surtout de vous entraider et de faire jouer cette autorité entre nous. Merci beaucoup.